C'est ce qui est arrivé à mon oncle quand j'avais environ 7 ans. Il n'est plus parmi nous et je veux partager son histoire. J'ai grandi dans le nord du Michigan, sur 5000 acres de terres agricoles et de ranch, adossés à des terres domaniales. On ne voyait que des kilomètres de forêt et de pâturage. Inutile de dire que cela nous a rendus plutôt coriaces et qu'il en faut beaucoup pour nous effrayer. Nous sommes tous des chasseurs, des pêcheurs et des amateurs de plein air passionnés. Étant la seule fille, j'ai été élevée comme un garçon manqué et je suis toujours la même. Mon oncle s'est engagé dans l'armée et est devenu sous-officier supérieur dans une division importante des forces spéciales de la marine américaine. Il mesurait 1,80 m et était bâti comme un lutteur. Manifestement doué pour les tactiques de survie, rien ne l'ébranlait. Il était en permission et était parti chasser car c'était la saison des cerfs. Je me souviens qu'il était rentré dans la maison en tremblant et en pleurant, disant qu'il avait vu quelque chose dans les bois. Mon oncle ne pleurait jamais. Il était dur comme la pierre. Ma grand-mère a essayé de lui faire entendre raison, mais il continuait à dire qu'il avait vu un Bigfoot mélangé à un loup. Ma grand-mère a immédiatement appelé mon grand-père, qui a rassemblé le reste des chasseurs. Mon père, quelques cousins, mon oncle, qui était toujours terrifié, mais qui était parti parce qu'il ne voulait pas être considéré comme une poule mouillée, a pris tous les fusils et les munitions et a scellé les chevaux pour aller défricher les bois. Apparemment, il connaissait l'existence de l'homme-chien, mais j'étais béatement jeune et ignorante. Ils m'ont dit de rester à l'intérieur et de ne pas sortir de la maison avant leur retour. Je n'avais jamais entendu mon père ou mon grand-père aussi sérieux. Alors je me suis caché dans ma chambre. Le soleil se couche, ils ne sont toujours pas revenus. Je suis vraiment inquiète à ce stade car ils ne sont jamais restés dans les bois jusqu'à la tombée de la nuit. Peu après, j'ai entendu le bruit des chevaux qui couraient vers l'étable et leur voix. J'étais tellement soulagée. Ils avaient l'air inquiets quand ils sont entrés dans la maison, mais ils n'ont rien dit, probablement pour ne pas m'effrayer. Au dîner, mon père m'a fait comprendre que je n'avais plus le droit de jouer dehors ou d'aller à l'étable seule. Je devais toujours être accompagnée de mon grand-père. Bien sûr, cela m'a contrariée et j'ai senti qu'on m'enlevait mon indépendance, mais j'ai obéi. Le lendemain matin, mon père et mon grand-père m'ont appris à tirer. Je savais que c'était sérieux. J'ai entendu les adultes parler la nuit suivante. Apparemment, il y avait des traces à l'endroit où mon oncle avait été vu, des traces plus grandes que celles que pourrait faire un loup. Il s'agissait bien de traces de chiens. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes des chasseurs et des amateurs de plein air passionnés, et nous pouvons facilement identifier les traces, mais celles-ci ne pouvaient pas être identifiées. À environ 3 mètres de hauteur dans un arbre, il y avait des marques de griffes. Aucun ours n'aurait pu les faire. Nous avons également trouvé des marques de griffes de la même hauteur sur plusieurs arbres de notre propriété. Le bétail a été mutilé, mais pas comme l'aurait fait un coyote ou un ours, et cela a duré tout l'hiver. Nous avons perdu environ 30 à 40 têtes de bétail cet hiver-là, toutes mutilées avec les mêmes traces de loup-chien dans la neige. J'ai vraiment l'impression que cette expérience a changé mon oncle. Qui sait qu'il a effectué plusieurs missions au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération Tempête du désert et de l'opération Liberté pour l'Irak avant de se donner la mort. Après cette expérience, il n'a plus jamais été le même. Alors qu'il ne buvait jamais, on ne le voyait jamais sans une bouteille de Jack et ses yeux étaient toujours hantés. Il a changé de personnalité et n'est plus jamais allé dans les bois. Il a arrêté de chasser et a fini par ne plus revenir à la maison pendant ses congés. Il n'est même pas rentré pour les funérailles de mon père 2 ans plus tard. Cela m'a brisé le cœur de le voir se détériorer comme il l'a fait. Je crois sincèrement qu'il a vu quelque chose et que cela l'a tué.
Je vis dans le sud du pays de Galles, au Royaume-Uni. Il est vrai que nous ne sommes pas connus pour nos cryptides, plutôt pour les fantômes, auxquels je ne crois pas. Je vis dans une région isolée. Dans le passé, j'ai chassé et mangé des lapins, mais je ne le fais plus car je ne peux plus faire de mal aux animaux. L'animal le plus gros que nous ayons dans le coin est le cerf élaphe, mais depuis de nombreuses années, les articles de presse font état de grands chats dans notre région, peut-être des pumas ou des panthères, qui sont devenus trop grands pour leurs propriétaires. Je vis dans une région proche de Tonmouth, au sud du pays de Galles, et une créature fréquemment observée est appelée la bête de Tonmouth. Un officier de police qui était un ami proche de ma famille a raconté avoir rencontré cette bête. Cependant, la créature que j'ai rencontrée ce jour-là, alors que j'avais 11 ans, n'était ni un grand chat, ni un cerf élaphe. Ce jour-là, je jouais avec mes cousins. En tant qu'enfant, vivant dans la vallée, explorer les arbres, les forêts, les rivières était la norme. L'un de mes cousins m'avait demandé d'aller me promener avec lui alors que nos parents étaient assis, parlaient et mangeaient. Il était beaucoup plus mince et plus agile que moi. En explorant les forêts, à peine à 1 kilomètre de chez lui, je l'ai perdu de vue assez rapidement. Je ne sais pas exactement ce qui m'a poussé à me tourner vers ma gauche. Je n'ai entendu aucun bruit, je n'ai rien aperçu du coin de l'œil, mais je me suis retourné et j'ai jeté un coup d'œil. Là, dans la ligne d'arbres, à une vingtaine de mètres de moi, il y avait une créature que je ne pouvais expliquer que comme un chien bipède. Il était appuyé contre un arbre. Lorsque je l'ai regardé, lorsque nous avons pris conscience l'un de l'autre, la créature s'est détachée de l'arbre et s'est tenue debout d'une manière à la fois terrifiante et menaçante, une attitude que j'ai immédiatement reconnue comme agressive, bien que je ne puisse pas dire pourquoi. Effrayé, j'ai couru, les larmes aux yeux, jusqu'à la maison. Lorsque j'ai raconté ce qui m'était arrivé à mes cousins, ils ne m'ont pas cru et ont dit que mon imagination avait pris le dessus. Je sais ce que j'ai vu ce jour-là. J'ai aujourd'hui 31 ans et je me souviendrai toute ma vie de l'impuissance que j'ai ressentie en présence de cette créature. Quand j'avais 9 ou 10 ans, mon oncle m'a raconté une histoire qui ne m'a jamais quitté. Ayant grandi dans le Kentucky, j'ai toujours entendu parler de Bigfoot ou de l'homme bouc de Pop Lake. Il s'agit de légendes urbaines, d'histoires de feux de camp assez courantes. Mais ce que m'avait raconté mon oncle était différent de toutes les autres histoires à dormir debout que j'avais entendues auparavant. Le Kentucky abrite le plus grand système de grottes au monde, Mammoth Cave. Depuis sa création le 1er juillet 1941, seuls 600 km environ ont été explorés par l'œil humain. On pense qu'il reste encore plus de 900 km de passages et de cavernes à découvrir. Le parc national s'étend sur 3 comtés, couvrant plus de 50 000 acres. Il s'agit des comtés d'Edmondson, de Hart et de Berrien. Mon oncle possède des terres dans le comté d'Edmondson depuis le début des années 1980. Je me souviens d'avoir entendu dire que lorsqu'il chassait le cerf, il rencontrait parfois des fosses de différentes tailles dans le sol. Il s'agissait de l'entrée de grottes. Il jetait généralement un tonneau ou une grosse branche d'arbre dans le trou afin que personne ne tombe dessus et ne soit pris au piège. À part la vie sauvage et le fait de se perdre dans les bois, il n'y avait pas grand-chose d'autre à craindre, selon la plupart des gens. Cette histoire se déroule au début des années 1990, environ 5 ans après que mon oncle ait acheté le terrain. Son voisin le plus proche, que j'appellerais Ken, vivait à environ 800 mètres sur le chemin de terre qui était parallèle à leurs 2 propriétés. Ils sont naturellement devenus de bons amis au fil du temps, et à l'occasion, ils s'accompagnaient l'un l'autre à la chasse. Mon oncle vivait à Louisville et se rendait sur sa propriété lorsqu'il avait des jours de congé.
ou qu'il devait effectuer des travaux d'entretien, comme le fauchage ou le réapprovisionnement de son étang. Contrairement à son voisin Ken, il passait donc plus de la moitié de l'année à Louisville. Ce week-end-là, Ken est parti chasser le cerf. Il a quitté sa cabane et s'est dirigé vers les bois, comme il l'avait déjà fait une centaine de fois. Il suit un sentier qu'il a déjà emprunté à maintes reprises jusqu'à un petit groupe d'arbres surplombant une grande prairie. Selon lui, c'était une journée d'automne ensoleillée et parfaite, avec peu de nuages dans le ciel. Il s'assit dans l'ombre, sous quelques branches basses, se sentant à l'abri de toute proie qui pourrait passer par là. Bien que le temps soit idéal pour la chasse, il ne vit pas grand-chose en termes de gibier. Il n'y avait que quelques faons et une biche, pas le grand mal qu'il espérait. Il avait envisagé de prendre son matériel et de rentrer à la cabane, mais ne voulant pas rentrer les mains vides, il décida de rester dans les parages un peu plus longtemps, dans l'espoir que la chance tourne. Lorsqu'il regarda la prairie à gauche, il vit un mouvement dans la ligne d'arbres en face de lui. Il ramena son fusil sur son épaule et regarda dans la lunette. Les arbres épais et le feuillage à la limite de la ligne d'arbres l'empêchaient de bien voir l'animal dans son champ de vision. D'après ce qu'il pouvait voir, il se dirigeait vers la lisière du bois. Il devait juste être patient. Lorsque l'animal est sorti de l'ombre des arbres à une 50aine de mètres et a pénétré dans la clairière, il a su presque immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un cerf. Il essaya d'empêcher ses mains de secouer son fusil, alors qu'il tentait désespérément d'identifier exactement ce qu'il regardait. Il décrivit son corps comme celui d'une panthère, mais le haut du torse, où se trouvaient les épaules et le cou, était nettement plus haut que le bas du dos et les pattes arrière. Il regardait le profil latéral de l'animal qui, selon lui, devait mesurer près de 2 mètres de long lorsqu'il était en pleine course. Il a dit qu'il était silencieux comme un chat. Il ne faisait pas de bruit lorsqu'il se déplaçait. Selon lui, les pattes avant ressemblaient plus à des bras, nettement plus longs et plus minces que les pattes arrière. Il avait des poils brun foncé qui partaient de l'arrière de la tête et descendaient le long du dos. Il a également affirmé que la peau de la créature était cireuse, presque comme celle d'un chat bronzé, d'un brun foncé presque noir. Le visage de la créature était long comme celui d'un chien, mais il a déclaré ne pas avoir remarqué d'oreilles. Il a précisé que les coins de sa bouche se terminaient au niveau du cou, là où devraient se trouver les oreilles. Le détail le plus troublant dont je me souviens de son récit est celui des pattes arrière de l'animal. Il les a décrites comme ressemblant à celles des grenouilles, c'est-à-dire qu'elles étaient repliées près des côtés de la créature. Lorsqu'elle marchait, la patte avant atteignait presque la moitié avant de son corps et l'autre patte s'étirait vers l'arrière, à plat comme une grenouille lorsqu'elle rampe. Il l'observa pendant 2 ou 3 minutes, se déplaçant lentement et silencieusement dans les longues herbes, une ombre noire entourée de couleurs. Il la regarda disparaître dans la ligne d'arbres, juste en face du bois d'où elle était sortie au départ. Après quelques instants, il quitta les lieux et retourna à sa cabane. Je ne sais pas combien de temps après cet incident, Ken en a parlé à mon oncle, mais il était réticent à en parler. Finalement, Ken a expliqué l'histoire en détail un soir où il était assis autour d'un feu avec mon oncle. Depuis lors, Ken refusait d'aller dans les bois. Il prétendait ne chasser qu'à partir du chemin de terre qui traversait sa propriété par la suite. Mon oncle et Ken sont malheureusement décédés depuis, mais leur histoire n'a jamais changé au fil des ans. J'ai même demandé à mon oncle de me la raconter à nouveau il y a quelques années, juste pour être sûr d'avoir tous les détails exacts. Peut-être n'était-ce qu'une autre histoire à dormir debout, utilisée pour nous effrayer, mon frère et moi, lorsque nous étions enfants et que nous campions sur les terres de mon oncle. Mais je suis sûr d'une chose, c'était un homme honnête, et ses yeux disaient la vérité quand il me racontait cette histoire. Il avait aussi sa part de cas inexplicables. Je suis sûr que n'importe qui en aurait après avoir fréquenté une cabane au milieu de nulle part, dans le Kentucky, pendant plus de 30 ans. Ce qui me tient à veiller la nuit, ce n'est pas l'idée de la créature, c'est l'idée d'où elle vient. Qui peut dire que cette chose n'a pas rampé depuis les grottes qui s'étendent sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions, cachées de la civilisation?
Rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de la nature. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a là, dans l'obscurité.